Nous sommes en pleine période de Jeux Olympiques en ce moment, on ne pouvait donc passer à côté du chef-d'œuvre, putain tiens pas cette moustache de merde, qui a rendu le plus bel hommage possible à la fois à l'événement antique ressuscité par Pierre de Coubertin et à la France, Astérix aux Jeux Olympiques, réalisé par le duo Frédéric Forestier et Thomas Langmann. Un des films les plus acclamés, aimés, cités par les cinéphiles et la pop culture. Quoi? C'est pas ce film? Si, pourtant, il est tellement... Non? Ouais, bon, venez, on parle plutôt de la sponsor du jour. Vous le savez, dans la vie, j'ai deux passions, la magie et les potions. Et clairement, YFood, c'est ma potion magique quand je cours à droite à gauche. YFood, c'est une boisson complète qui remplace un repas, équilibrée, nourrissante et avec tous les nutriments dedans. C'est déjà tout prêt, voilà, c'est ça qui est génial. Du coup, avec YFood, je repousse mes limites. J'atteins les sommets. Je découvre de nouveaux horizons. Je trouve toujours mon chemin. Comme tout est déjà prêt, je passe plus de temps avec ma fille. Je dépasse mes limites. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que vraiment, je dépasse mes limites. Pardon, je m'enflamme. Non, YFood, quand vous partez en randonnée, c'est super pratique. Franchement, vous avez un repas complet. Ou randonnée, ou quand vous n'avez pas le temps, par exemple. Voilà, à midi, le soir, vous êtes sur un truc un peu urgent. YFood. Quand je pars en road trip aussi, c'est super pratique. Hein. J'aime pas m'arrêter bouffer, donc au moins là, c'est rapide. Pendant qu'on fait le plein, hop, une petite bouteille directement dans le sac. Tout est là et on peut repartir. Et alors vous allez me dire, ouais les trucs déjà tout prêts, niveau goût. Les gars, c'est super bon, sinon je vous en ferai pas la promo. Moi je suis niçois, donc je vis pour la bouffe. Hein. Vraiment, s'il y avait un problème là-dessus, non. Vous avez des dizaines de goûts directement chez YFood. Fraise, mangue, pêche, coconut, chocolat, caramel, beurre salé. Vous avez plein de packs à découvrir. Donc de toute façon, vous avez tout le lien en description. Donc vous avez les packs découvertes et vous avez vraiment beaucoup de produits. Vous choisissez le goût que vous préférez, vous les mettez au frais ou pas, hein, c'est vraiment selon votre goût. Et puis après, vous n'avez plus qu'à la boire. Pardon, vous n'avez plus qu'à vous régasustenter. Voilà, c'est un mélange de régaler et se sustenter, puisque bon, c'est encore le principe. Vous prenez une bouteille et ça vous fait l'équivalent d'un repas. Quand vous êtes en déplacement, quand vous n'avez pas le temps, une petite bouteille. Et voilà, le tour est joué. C'est vraiment une expression de vieux, ça. Bref, je vous laisse faire votre idée. Par exemple, avec le pack découverte, en cliquant sur le lien en description, et vous avez 10% de réduction avec le code Genius YouTube. Donc, Coproduction franco-germano-hispano-italo-belgo-marso-vierzono-franco-congolaise, pas sûr pour le dernier. Le film vient à la suite d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, en remplacement d'Astérix en Hispanie développé par Gérard Jugnot, mais que Uderzo a refusé au profit de cette pépite. Le film a coûté 78 millions d'euros à produire, dont 10 millions pour le salaire des acteurs, 8 millions pour les costards, et 32 millions pour les fonds verts sublimes qui jonchent le film de bout en bout. Les producteurs ont vu gros après le succès d'Astérix Obélix contre César et de Mission Cléopâtre, 25 millions d'entrées chacun, oui en France on compte en entrées, on compte pas en recettes, et espèrent taper les 11 millions d'entrées en France et 27 millions au total. Ça sera 6,8 millions sur notre terre gauloise et 16 millions au total. Mini-four, maxi-taille. Alors moi je fais 16 millions de vues sur cette vidéo parce que faut la partager en masse, je suis refait. Mais j'ai pas mis 78 patates sur la table pour les réaliser. Comme ça mange des patates. Mais comme disait ma grand-mère, tu veux encore un peu de jus sur ta viande? Non, c'est pas ça. Enfin, si c'est ça, mais ça n'a rien à voir là. Non, comme disait mon grand-père, tout dépend de où on part. Alors, prenez soin de vos vieux. Hein. Au casting, on retrouve Gérard Depardieu en Obélix, ça change pas, mais également Clovis Cornillac qui remplace Christian Clavier. Oui, il a eu une lessive à faire, je crois, où il y avait la visite de Satan. Non, en fait, je pense qu'il a eu un peu mauvaise qu'Uderzo refuse le film de Jugnot, qui à la base devait réunir toute l'équipe du Splendide. Mais bon, on n'y perd pas au change, puisque j'aime beaucoup Clovis Cornillac. Le rôle de Panoramix change encore pour aller à Jean-Pierre Cassel, qui... Ok. Assurance Tourix est joué cette fois-ci par probablement le plus grand humoriste de sa génération. Non, pas Dieudonné, l'autre. Voilà, Franck Dubosc. Et là, quand tu vois Franck Dubosc au générique, tu sais que... Tu le sais, quoi. La femme d'Ashkanonix, qui n'a pas de prénom, est jouée par Adriana Cornbeu, qui a été choisie pour... vous verrez. Et on retrouve Benoît Poelvoorde dans le rôle de Brutus. Et le rôle de César échoit cette fois-ci à l'immense Alain Delon. Avec moi. On va pas se farcir tout le casting parce que ça serait une vidéo elle toute seule, mais on finit juste par les deux personnages centraux qui n'ont en fait pas le moindre intérêt,
avec Alafolix, joué par Stéphane Rousseau qui était en pleine vibe, personnage qui n'est tiré d'aucune BD, donc on a créé spécialement pour lui, spécialement pour ce film, et dans le rôle de son amoureuse, la princesse Irina, Vanessa Hessler, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais qui nous a quand même bien cassé les couilles fin des années 2000. Pensez ému, hein, à tous les gens qui ont perdu leur jeunesse à attendre au service client d'Alice. Oh ta gueule! On commence par la traditionnelle carte de la Gaule, avec la non moins traditionnelle voix de Pierre Magic Tchernia, qui nous explique le principe de ce qu'on va regarder. Gaule est occupée par les Romains. Et rappelez-vous, ce procédé narratif est toujours gage de très grande qualité. Hein, vraiment, c'est toujours preuve d'une très grande maîtrise narrative, de fluidité, de moellosité, et de pilosité faciale. Tu as dit facial? Je sais pas où ils habitent, hein, j'ai jamais foutu les tartines en Bretagne, il y a Aubiane, donc je m'en approche pas trop. Mais le bled possède quand même une configuration plutôt chelou. Par contre, il n'y a pas la barque d'assurance Tourix. Oh, comme c'est bizarre! Et on découvre donc Alafolix, un personnage de nulle part. Et vraiment, Alafolix, c'est un personnage d'une profondeur profondante, qui est fou amoureux d'une princesse grecque qu'il a rencontrée d'une certaine manière, et qui lui écrit des poèmes d'une beauté à couper le beurre. Bon voyage télégraphique. Il se lève le matin bien décidé à partir en Grèce, à Yep, pour la rejoindre. Elle, de son côté, est aussi croque du petit blondinet qu'elle a rencontré probablement de la même manière, mais inversement proportionnel. Faut dire que le gars a vraiment un charisme, une prestance que les gosses adorent. Là, par exemple, il tombe dans l'eau au passage d'un cavalier. Gag qu'aurait pu écrire ma fille quand elle avait 5 ans, si elle avait su écrire. C'est très important d'avoir des films pour faire rire les enfants, ça manque. Je vois, par exemple, j'ai montré récemment Seven et l'exorcisme à ma gamine, bah, elle a pas rigolé une seule fois. Il part dans un périple pour aller détruire l'anneau, visiblement, et on arrive au magnifique palais de la princesse grecque, qui envoie un petit peu le pâté, hein, on va pas se mentir. Le château, hein, pas la princesse. Enfin, si, d'ailleurs, la princesse aussi. Hein. Mais je parle du palais. Il y a une différence entre un palais et un château. La princesse reçoit un message d'Alafolix, qui est long comme un vocal de ma meuf, alors que c'est un tout petit pigeon, quoi. C'est tellement drôle. Oh putain, il se balade sur le pont du Gard. Mais casse-toi, espèce de malade, t'es juste à côté de Charquet au Fennec, là. Fuyez, pauvre fou! La princesse Irina est promise à Brutus, qui est un petit peu l'équivalent Wish d'un bon coup, et forcément, bah, ça l'intéresse moyen. Elle, ce qu'elle veut, c'est le gentil Gaulois, un gentil Gaulois qui a réussi à se faire embaucher dans le palais, décoré avec goût, avec plein de statues d'y penser et de moi. Brutus débarque et on sent que c'est un homme vaillant, grâce à un gag du plus bel effet qu'aurait pu écrire mon neveu de 4 ans s'il avait su écrire. C'est important d'avoir des films pour les enfants. Ah oui, c'est vrai, il y a Astier également dans ce film. Oui, d'ailleurs, oui, vous allez voir, si vous regardez le film, vous verrez vraiment une différence entre quand il parle et le reste du film. Moi, je vous laisse découvrir. La princesse lit un sexto à son père, hein, probablement une pratique courante dans la Grèce antique. Armée de mon amour, je me lance à l'assaut pour crier avec moi d'une seule voix. Irina! Et elle reconnaît enfin le gars dont elle est censée C'est être vous amoureuse, qui s'est vautré devant elle environ il y a 28 secondes. L'émotion probablement. Mais Brutus vient saper la fiesta. C'est moi! Il débarque avec une statue et un poème. Et ça, c'est beau. C'est moi! Et toi? Et un gros lion! On pense jamais à la statue et au poème. Les gars sur Tinder, au lieu de votre coucou ça va d'homme soja, pensez à la statue et au poème. Il se lance alors dans un karaoké de David et Jonathan, vraiment pas du tout malaisant. Comme l'amour à Vérone! On n'avait pas vu une puissance lyrique aussi impressionnante depuis Moulin Rouge. Hein. Ewan McGregor et Nicole Kidman peuvent clairement aller se rhabiller après ça. Mais Alafolix débarque, sapé en larbin, et s'oppose au fils de César. Mais comme le gars c'est un dégain, il s'improvise champion olympique pour mériter le cœur de la princesse. Je vais gagner les Jeux Olympiques. Il ne lui reste donc plus qu'à gagner les Jeux Olympiques. Ok, genre, je sais pas, c'est quoi, il y a une seule épreuve c'est un ensemble, c'est ça, comme l'heptathlon moderne? L'heptathlon, putain, c'est chiant à dire, déjà que le sport est nul. Faites un effort, les gars, quoi. Ou alors le but, c'est quoi? C'est d'aller nager dans la Seine et de ressortir sans mourir, malgré les mycoses intimes et la gastro? Oh, c'est dégueulasse. Celui qui survivra pourra épouser la princesse, c'est ça? Le roi cède à la requête de sa fille, parce que c'est bien pratique pour le scénario, et encore une fois, s'opposant à César. Qu'il en soit ainsi. On ne refuse rien à sa fille, hein, même pas un plafond étoilé en fibre optique. On ne refuse rien. Et on se retrouve dans la forêt de nos amis les Gaulois. Ils chassent le sanglier quand ils se font dépasser par un Romain en train de s'entraîner pour les Jeux Olympiques. Ça c'est comme dans la BD. Respectueux.
C'est pas mal, un peu une fois de temps en temps, le respect. Comme les hackers avec la chaîne de sciences de comptoir, par exemple. Respectueux. Jérôme Le Banner, qui joue Corne du Russe, se fait humilier par les Gaulois, dopés à la potion magique. C'est à cause de l'arbre. Ah bah oui, bien sûr. S'il n'y avait pas eu d'arbre, ça se serait jamais passé. Voilà, toujours dédramatiser, c'est important. Hein, comme quand tu te retrouves dans un fossé à 3 du mat, s'il n'y avait pas eu 16 vodka pomme avant, ça se serait pas passé. Obélix, en pleine crise d'identité, soumet sa réflexion sur l'obsession de force des Romains quand Alafolix revient du palais d'Irina parce que ta gueule. Son plan était parfaitement clair et brillant. Voilà, le mec est parti d'Armorique jusqu'en Grèce à pied un beau matin pour voir une princesse et revient comme ça 2 ans plus tard, je suppose, aller-retour, sans qu'on sache vraiment ni pourquoi, ni comment, ni pourquoi. César s'observe devant le miroir sur la musique du clan des Siciliens d'Ennio Morricone. Et une petite phrase sur la vieillesse qui, bizarrement, a pas super bien vieilli. César ne vieillit pas, il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. Petit monologue halluciné sur la carrière d'Alain Delon. Tu t'inquiète pas, un samouraï ne doit rien à personne. Ni au coup, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. Et la petite erreur historique qui va toujours bien. Hein. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Et Brutus vient annoncer au paternel qu'il veut participer aux Jeux Olympiques. Ce serait moi qui représenterais Rome. Toi, Bah ouais, moi. mais c'est ridicule. Ce que César, bien entendu, refuse. Et Thomas Langman en profite pour régler discrètement ses comptes avec son propre père. Dès que j'ai une petite ambition, tu me la casses dans l'œuf. Il tente d'empoisonner César, mais pas con le gars, il donne ça à bouffer à son chat. Et petite blague hallucinée qui va bien. Il y a un guépard de trop dans cette pièce. Un panoramix du concours de cosplay de ta fête de village en Ardèche cet été discute du fait de participer aux Jeux Olympiques également. Officiellement, nous sommes une province romaine, donc nous sommes Et romains. c'est là où on voit vraiment le truc, la bonne idée d'adapter une BD comme Astérix, avec des personnages aussi proches physiquement de nous, dans les proportions, ça rend toujours un rendu très réaliste version live action. Et on retrouve l'immense Franck Dubosc dans ses... Il a voulu se pendre, mais dans ce sens, il ne pourrait que rendre. Oh, c'est excellent, c'est bon. Oui, ne vous inquiétez pas, on va parler de cinéma bientôt. Ouais, abonne-toi. Bon, finalement, tout le monde se chauffe pour participer, sûr de gagner grâce à l'EPOtion magique, et les Romains, forcément, qui écoutent juste à ce moment-là, après nos subterfuges. La préparation de Brutus se passe plutôt bien, on dirait le programme d'entraînement de 12 par sec, une pub pour Apple à peine masquée, et c'est parti pour le Grand Prix. Pour la sieste, pardon, je confonds sur les deux. Brutus se rêve empereur devant une armée à faire pâlir l'ordinateur humain de problème à 3 corps sur un des fonds verts les plus absolument magnifiques depuis San Andreas. Son coach commence à comprendre les difficultés de faire bosser des gars qui n'ont tout simplement pas envie, et Brutus le fait bouffer par les lions. Fous-moi ça au lion. Il rend visite au Raoult local pour se faire concocter une petite potion quand le centurion découvre le sabre laser d'Obi-Wan. Ok, sans la moindre raison. Pose ça. Brutus demande un truc capable de tuer César, genre du poison ou un concombre, mais le mec lui propose une poupée qui est la figurine de José Garcia. Pareil, quand il y a José Garcia dans un Astérix, toujours très gros gage de qualité. Et en plus là il est tout en subtilité et en dentier. Qu'est-ce que tu proposes? Et il lui propose la dissolution, probablement un ancêtre de Macron du coup. Et nos Gaulois retapent le voyage, mais en bateau cette fois, et ils arrivent à Olympie. Elise Moon propose un jeu qui a l'air vraiment complètement con. Alors, vous gonflez une panse de brebis, vous la faites taper par 11 athlètes en toche courte et sandales à crampons. La panse de brebis arrive directement dans le filet de pêcheur. Et les Gaulois s'inscrivent. Brutus essaye une nouvelle fois de dézinguer son paternel, mais pas fou, entre la couleur et les petites bulles qui rappellent quand même vachement un bain préparé par ta meuf après avoir vidé ton compte en banque en allant chez Lush, César appelle son goûteur de bain. Et il retrouve leur pote de la forêt qui va transmettre le message au centurion, qui est vraiment, à mon sens, le personnage vraiment indispensable du film. Sans lui, le film se fait pas. J'ai un message de la plus haute importance à lui transmettre. Les Gaulois sont gavés de potions magiques qui les rendent invincibles. On n'a aucune chance de les battre. Et direct, on attaque les jeux avec la parade des différentes délégations. Globalement, il y a du beau gosse. Là, tu l'as Charcot Fennec dans le stade, elle fait un carnage. Ouais, elle mange 2 fois dans cette vidéo. Mais maintenant, elles sont 3, donc voilà. Et d'ailleurs, abonnez-vous, ça monte pas assez vite, son compteur d'abonnés. Allez-y. Et on allume la flamme olympique pour lancer les jeux. On commence par le lancer de javelot. Franchement, il y a du niveau. On l'oublie trop souvent, mais il y a également Francis Lalanne dans ce film, à qui on a donné vraiment le nom le
le plus fin, vraiment le mieux trouvé. Francis Lalanix. Je suis fan de vous. Ah, mais moi aussi, je suis fan de moi. Et c'est là qu'on voit que si tu veux bien vieillir aux yeux du public, il faut participer à Astérix. Coucou. Et avec Franck Dubosc à côté, donc on passe vraiment un très très bon moment. Le corps d'endive de Brutus se transforme grâce à la potion. Et ouais, rien à foutre, hein, j'affiche des tétons sur YouTube, parce que pour rappel, on a le droit de le faire. Mais oh là 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 là, un de ses muscles se dégonfle comme un ballon et il s'envole. Et il retrouve son corps d'Obian. En fait, tout le monde mange 2 fois dans cette vidéo. Le fils de Vincent de Zania et de Sean Connery inaugure l'épreuve de lancer de disque. Astérix se lance alors dans la compétition et explose les statistiques. On lance ensuite le concours de poids. J'ai jamais compris pourquoi tous les lanceurs de poids étaient gros, en fait. Pourquoi les autres sont musclés, mais eux, ils sont juste gros. Si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, vraiment, vraie question. Bon, finalement, la Vénus de Milo n'avait perdu qu'un seul bras, et Obélix, donc, se charge de lui faire le deuxième. Et donc là, on est en pleine résolution de la problématique posée en début de film, hein, puisque Stéphane Rousseau ne participe pas aux Jeux Olympiques qu'il est censé gagner pour pouvoir pécho la princesse. Les 12 travaux d'Hercule, mais sans bouger de ses chiottes. Cornodurus informe Brutus que les Gaulois ont une potion magique, chose dont il n'était toujours pas au courant. Donc là, il lance un contrôle antidopage, qui est en fait une sorte de gros cafard dans lequel il faut souffler. Parce que pourquoi pas? Si, c'est certainement que... Si, c'est une très bonne idée, d'une manière ou d'une autre, un petit peu. Et puis, comme les effets spéciaux sont parfaitement maîtrisés, autant en profiter. Mais Brutus se fait encore pourrir par César. Tu vois ce que tu me fais faire? Ça y est, c'est de ma faute si tout va mal. Bon, finalement, les mecs se mettent un petit peu au boulot, hein, se disant que les Jeux Olympiques vont pas se gagner tout seuls. Mais l'entraînement se passe pas ouf, hein, forcément, surtout quand tu vois les bestiaux qu'il y a derrière. Mais, heureusement, Asturance-Torix arrive pour... Oh, que de petites mines! Pierre Palman me manque. Comme il sent bien qu'il ne va pas pouvoir gagner grâce à sa technique ou grâce à sa force, Alafolix décide de concourir avec le cœur. Si. Parce que ta gueule. Et donc, plutôt que de s'entraîner, le gars vient faire des courbettes à la princesse sans se soucier des gardes qui s'en battent les couilles XXL. Et c'est là qu'on apprend que... Bon, en plus, c'est même pas lui qui écrit les poèmes. Voici Obélix, ma princesse. Brutus arrive alors pour chanter du Sardou. Que je t'aime! Que je t'aime! Et tente de corrompre le jury des Jeux Olympiques. Et il commence à dérouler son plan. Il présente un athlète d'une vraiment très méchanceté, avec une cicatrice sur le côté, donc vraiment le mec à craindre. Alafolix va devoir se battre contre lui. L'espèce de bœuf massacre tout le monde, et Obélix veut tricher, hein, tellement le défi lui semble insurmontable. Le mec, pas plus préparé que ça, se jette dans l'arène, et il tombe de peur. Donc Brutus gagne sans avoir marqué, quoi. C'est l'équipe de France de foot, le gars. Il se ridiculise ensuite au saut à la perche en longueur, et est donc quand même déclaré vainqueur par les vendus du comité. Il se lance dans la course de relais, mais Brutus fait une Mario Kart à prendre un raccourci et il est encore déclaré vainqueur. Et le public un peu concon commence enfin à trouver ça un petit peu moyen. Donc Astérix dégaine sa meilleure arme, son cerveau. Il prévient César qu'ils vont tous passer pour une bande de sacs à foutre s'ils continuent à tricher pour gagner. Et César annule donc toutes les épreuves pour lancer la dernière épreuve. La course de char! La course de char? Ok. Pudicus présente un super miroir empoisonné à Brutus, encore un plan parfaitement établi, sauf que César les grille, pas con le gars. Pudicus explique à César le pourquoi du comment de son miroir, dans une scène qui n'est pas du tout trop longue, hein, voilà, un monologue largement digne de celui d'Otis dans Mission Cléopâtre. Non. Et d'ailleurs aussi connu dans la pop culture. Non. Mais César a également un goûteur de miroir, qui n'est pas du tout inutile dans l'histoire, et se fait fumer. Ah, on s'est passé à ça, à une dose de scénarium près, quoi. Les Romains continuent leur magouille avec le dopage, et Cornodurus se transforme en Sandman. Pour une certaine raison, on assiste alors à une réunion du Ku Klux Klan, mais sans leur capuche. Et Panoramix est enlevé. Parce que ta gueule. On sent vraiment le budget dans la qualité des maquillages. Bref, Pano a été enlevé, et donc Idéfix mobilise tous les clébards de l'île pour le retrouver. Il retrouve Panobélix une demi-huitaine de secondes plus tard, et finalement élabore un plan pour filer la potion magique aux Romains. Pudicus boit la potion magique et confirme que Pano leur a bien fourni le bon produit. Donc là, Brutus focus vraiment sur le fait de gagner les Jeux Olympiques, au lieu de tout simplement aller faire un coup d'état. Mais bon. Et c'est là qu'on voit que les scénaristes ont vraiment mis le paquet, puisqu'ils boivent la potion magique pour une épreuve de char. Donc c'est techniquement, c'est les chevaux qui font tout le boulot. Hein. C'est vrai que les faire finir, comme dans la BD, par un 100 mètres, comme les vrais Jeux Olympiques, non d'ailleurs c'est pas un 100 mètres, ça doit être un 200 ou 400 mètres, parce qu'ils tournent à un moment donné, il me semble. Bon bref, ça aurait été complètement con. Voilà. Là c'est vraiment une très bonne idée. Ah oui, parce que du coup, oui c'est ça, c'était qu'il fallait caler donc en caméo Jean Todt et Michael Schumacher, parce que ta gueule. Même Ready Player One n'a pas osé en faire autant. Hein. Et une petite référence très subtile
à Gladiator. Les Romains forcent les juges à manger le contrôle antidopage, scène écrite par le fils de ma voisine de 2 ans, c'est important de penser les films pour les enfants, et prêt à concourir, Alafolix met son casque. Vanne écrite par le gamin d'1 an, n'importe quel connard qui sait tenir une cuillère. C'est vraiment très important, hein, les enfants, tout ça. Brutus boit la potion magique et la course de chars commence. Le premier gogol s'éclate, terrassé par la puissance du scénarium. Brutus a pris la potion magique, mais également, il a pris soin de scier le char d'un de ses concurrents. Mais d'un personnage totalement random. Ça aurait été trop simple hein, de faire ça directement sur celui des Gaulois. Parce que même Obélix se rend compte de la puissance du scénario. T'es sûr que c'est une bonne idée d'avoir donné de la potion à Brutus? Deadpool avant l'heure. Et Brutus dégage un autre concurrent random. À ce point-là de l'histoire, on se demande vraiment pourquoi il descend pas directement sur la piste pour buter tout le monde en fait. Schumacher s'arrête au stand dans une scène absolument indispensable pour comprendre toute la psychologie des chevaux, mais pas les autres concurrents. Parce que Brutus se livre une nouvelle fois au sabotage, à la vue de tous, ce qu'on appelle communément de la triche. Et tout le monde s'en bat les steaks. Il pique des chevaux et donc n'est plus aux commandes de son propre char. C'est limite si le gars va pas aller se balader dans d'autres films tellement on est sur un mode balai-couille total. Là. Ah ben on en est là hein. Alafolix n'a donc plus qu'à terminer tranquillement la course pour gagner, vu que c'est le seul qui reste, mais les mecs rebalancent des chevaux dans la course. On comprend pas à ce niveau-là pourquoi ils leur balancent pas directement des minières sur la tronche, la moustache d'Astérix se barre et il se lance à son tour dans la course. On attend avec impatience le lancer de carapace, de bananes, l'envoi de légions pour tuer les concurrents, l'humour de Dubosc et Obélix perd idée fixe. Astier tente le coup d'état et Astérix procède au changement de char. À ce moment-là du film, les scénaristes sont partis pisser. Mais sur la tronche des spectateurs, hein, clairement. La course se poursuit de mal en péripéties, et Assurance Tourix entend le plan d'Astier. Schumacher, avec 2 chevaux, revient sur Alafolix qui en a 4, et Brutus revient du Diable Vauvert avec 4 canassons gavés au bon torboyau du Kentucky. Rome gagne, et les spectateurs oublient qu'ils se sont complètement fait enfler par ce spectacle minable. Dans le film et dans le cinéma. Bah, tout le monde trouve ça très sympathique. Mais Astérix vient planter son petit grain de sel. Astérix accuse Brutus. Ah ben, on s'en doutait pas. La princesse exige un test, mais rappelez-vous, les juges ont mangé les cafards. Mais heureusement, Padoramix avait tout prévu. Il avait planqué du colorant dans la potion magique, rendant la langue de tous ceux qui l'ont bu bleue. C'est la preuve que les gens trichaient. Et ça, bah, c'est comme dans la BD. Faut bien recoller un peu les wagons à un moment. Et Brutus est démasqué. Le peuple a voté, c'est la Gaule qui gagne. Le petit Gaulois inutile qui n'a strictement rien foutu du film peut épouser sa princesse, parce que oui, hein, ça fait 1h30 qu'on en a plus rien à foutre de leur histoire, mais c'était ça l'enjeu du film. Brutus arrive à arrêter son père, sauf que les légionnaires très coopératifs jusque-là ne sont plus du tout ultra coopératifs pour une certaine raison. César déclare les Gaulois vainqueurs, alors qu'en vrai, bah, ils n'ont absolument rien gagné, hein, ils ont juste attendu que tous les autres perdent. Comme quoi, c'est devenu une tradition qui perdurera. La petite galoche qui va bien, encore de l'humour de Dubosc, et finalement, le mariage. Et fin. Ah non, il reste encore 2 heures de film. Ah bah oui, c'est vrai, le défilé des guests, pas du tout gênant, c'est ça. Et sans aucune blague méta vraiment lourde. Tout au crédit des scénaristes. On balance tout le budget qui reste dans les guests pour la scène du bal. Dis, il reste encore 1 million, on peut inviter combien de guests? Oui. Et en plus, c'est cool parce que c'est vraiment géré tout en finesse et fluidité sans que ça fasse forcer. Tout va bien. Je sais pas, je trouve plus beau. Non, arrête. Bonjour mesdames. Ah oui! Ah si, putain, je le reconnais, lui, c'est le mec un peu chauve, là, qui était en photo sur l'Arc de Triomphe à un moment donné, je crois. Et la fin du film achève de nous démontrer l'humour toujours maîtrisé, jamais trop lourd, qui n'appuie pas inutilement sur les vannes trop longues. Une fois qu'on a compris la blague, on passe à la suivante, etc. Ça, c'est vraiment très très bien. Et en plus, tout ça, c'est fait avec un jeu d'acteur toujours très bien dosé. À ce moment-là, le film est déjà terminé depuis environ 7h30. Mais on a tellement aimé, on veut du rab. Ça fait plaisir. Tous les conspirateurs se retrouvent sur la galère de César à ramer avec les scénaristes et les réalisateurs de ce chef-d'œuvre mis en boîte avec brio. Mais toutes les bonnes choses ayant une fin, le film se termine enfin. Avec moi. Et comme ce film se veut un tout petit peu plus mature que son prédécesseur en Égypte, ne cherchez pas les vannes directement dans le générique, hein, il y en a pas. Pas déconner. Voilà. Le génie est parti.